Il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui dormaient en cette nuit du 5 juin. La plupart d'entre nous étions assis, occupés à parler, à jouer aux cartes, à boire du café et à faire le genre de choses que font les hommes quand ils sont anxieux, un peu effrayés et qu'ils ne veulent pas le montrer. « 6 juin 1944. Une armada impressionnante arrive devant les côtes normandes. Les barges de débarquement se succèdent en plusieurs vagues pour un total de 155 000 hommes. Le nom de code de cette opération, Opération Overlord. Mais les Alliés n'ont pas pris en compte les grandes unités françaises sous les ordres du général de Gaulle. Et pourtant, en ce 6 juin 1944, des Français vont se battre dans les airs, sur terre et en mer. Et pendant la bataille de Normandie, une nouvelle division, la 2e division blindée commandée par le général Leclerc, arrive sur les plages normandes pour prendre part aux combats qui ont lieu dans le bocage normand. Plus tard, De Gaulle ne commémorera jamais ce 6 juin, et ce pour des raisons politiques. Et pourtant, des Français étaient bien là pour libérer la France. Ce documentaire va raconter leur histoire. L'histoire de ces Français qui sont les grands oubliés de ce 6 juin 1944 et de la bataille de Normandie. Voici leur histoire. Au printemps 1944 en France, les différents groupes de la résistance intérieure s'organisent pour participer à la libération du territoire. Les réseaux de la résistance renseignent les Alliés sur les mouvements de troupes allemandes sur tout le territoire, mais surtout en Normandie, où la plus grande invasion de l'histoire se prépare. Les services de la France libre font tout pour que tous les réseaux de résistance en France soient sous leur contrôle. Le souhait de De Gaulle est de rester le maître de la situation au moment de la libération, car il a un souci de légitimité quant à son rôle auprès des Alliés dans la préparation des opérations de débarquement en Normandie. En effet, le président américain Franklin D. Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill ont créé conjointement un quartier général du corps expéditionnaire pour préparer l'opération Overlord. Il est connu sous le nom de Chaef. Ce Chaef est confié au général Dwight D. Eisenhower. Au sein du Chaef, il y a l'état-major des forces spéciales, qui sont chargés sous l'autorité du général Eisenhower de préparer des actions en France occupée. En somme, préparer le dollar américain qui sera mis en place en France pour les futurs préfets qui devront prendre le pouvoir dès que les villes de France seront libérées. Dans ce programme, les Français ne sont pas admis pour participer à quoi que ce soit pour préparer l'opération Overlord. Le général de Gaulle n'est donc pas informé de la date prévue de l'opération Overlord, ni du lieu où aura lieu le débarquement. Le BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action, anticipe le débarquement et prépare différents plans de sabotage pour freiner l'armée allemande et faciliter la progression des Alliés. Dans le même temps, des combattants français qui sont rattachés aux forces britanniques ou au service de renseignement du BCRA vont avoir la chance d'aller sur le sol français lors d'opérations clandestines dans le cadre de la préparation du jour J ou dans les semaines qui suivent le débarquement en Normandie. Leur mission ? Mener des actions de sabotage ou d'intoxication en France occupée, au cours desquelles des fusiliers marins commandos de la France libre participeront à des raids nocturnes sur les côtes françaises. Et d'autres devront préparer des bases logistiques avancées pour préparer l'arrivée des troupes alliées lors du futur débarquement. Cette mission est confiée aux parachutistes du 4e SAS dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, dans le territoire breton. Pour l'heure, De Gaulle ne souhaite pas voir les forces de la résistance lui échapper. Il veut avant tout qu'elles s'organisent pour prendre le pouvoir en France. C'est pour cela qu'il crée en octobre 1944 le Comité d'action militaire en France, le COMIDAC, qui forme les forces françaises de l'intérieur, les FFI. Le COMIDAC va faire pression auprès de Winston Churchill pour armer la résistance intérieure. Churchill est séduit par le fait de voir une guérilla se développer dans le sud-est de la France.
Avec l'aide des Américains, plus de 13 000 tonnes d'armes et d'explosifs sont parachutées de février à septembre 1944. Les services de renseignement de la France combattante estiment que grâce au parachutage, 35 000 à 40 000 combattants ont été armés en France. La résistance française s'organise et progresse dans la technique de sabotage grâce à l'arrivée d'instructeurs envoyés en France occupée pour aider les maquisards. Les forces françaises de l'intérieur ont reçu pour consigne d'obéir aux ordres du général Pierre Koenig. Mais depuis la disparition de Jean Moulin, la résistance intérieure affirme qu'elle veut commander elle-même ses propres troupes et elle décide de créer un état-major national qui sera placé sous l'autorité du CNR. Il sera conçu comme un organe de commandement donnant des directives aux états-majors régionaux de la résistance. Contre toute attente, Britanniques et Américains acceptent cette structuration interne de la résistance militaire. Ils acceptent de fournir les moyens de communication et de transmission et ils tiennent compte de tous les plans d'action élaborés par les services français. Mais ils restent stricts et maintiennent une sorte de cloisonnement entre leur propre organisation de planification et celle du commandement français. Même si les Français sont tenus à l'écart des préparatifs du débarquement, les représentants français ne baissent pas les bras pour se faire admettre dans les rangs des décideurs. Ce n'est que le 31 mai 1944 que le général Eisenhower donne son accord sur le principe du commandement français et du contrôle de la résistance. Et ce n'est que le 2 juin 1944 que le Chaef autorise la nomination du général Koenig à la tête des FFI. Sa prise de commandement sera effective le 6 juin 1944. De plus, le bloc planning, intégré au service du BCRA à Londres, va préparer plusieurs plans de sabotage et va imaginer dans quelles conditions les troupes de la résistance seront engagées le jour J. Le SOE s'intéresse de très près à la première étude réalisée par le bloc planning. En février 1944, la deuxième étude montre 4 zones de débarquement possibles, puis décide de se concentrer sur celles qui seront les plus risquées, mais les plus susceptibles de voir le débarquement réussir. Ces zones sont celles entre l'Escaut et la Somme, et entre la Seine et le Cotentin. Cette deuxième étude prévoit une bataille d'1 semaine sur les côtes, une phase de consolidation de la tête de pont qui aura une durée d'1 mois, et une campagne de France de 4 à 6 mois. Pour garantir la réussite du débarquement, la résistance française va devoir organiser des opérations de sabotage des transports pour empêcher les renforts allemands d'arriver sur les lieux du débarquement. De même, durant toute la campagne de France, la résistance va devoir harceler les lignes de communication en évitant le combat. Il est souhaité également que la résistance organise des réduits, là où les troupes ne pourront pas organiser des opérations importantes. Les Alliés acceptent, mais gardent la France à l'écart de toute décision pour l'opération Overlord. De Gaulle rédige ses instructions pour l'emploi militaire de la résistance. L'étude numéro 6, synthèse des études numéro 1 et 2, est envoyée en France et sera adaptée à chaque région pour une exécution immédiate. Les actions de guérilla ne doivent être entreprises que sur ordre des chefs régionaux ou nationaux et doivent intervenir par surprise. Durant les premières phases du débarquement, elles doivent s'occuper uniquement du sabotage et des différents plans prévus. Et dans la troisième phase du débarquement, une fois que les Allemands seront affaiblis, la résistance va devoir passer en phase d'insurrection dans 2 zones, le centre sud-ouest et le sud-est montagneux. Dans la moitié nord, l'insurrection va devoir rester exceptionnelle. La résistance reçoit l'ordre de Londres d'empêcher tout mouvement des troupes allemandes lors du débarquement. À la veille du débarquement, les Américains souhaitent changer de tactique. Eisenhower souhaite, pour garantir le succès de l'opération Neptune déclenchée la veille du débarquement, que la résistance française organise des sabotages dans toutes les régions pour garantir le succès du débarquement en Normandie. Les messages à prononcer à la BBC sont prêts, et dès que la résistance entendra les messages codés, elle devra passer à l'action. Les Alliés sont avantagés sur un autre point, grâce au plan Sussex.
C'est le général Eisenhower lui-même qui déclenche ce plan en mars 1944 pour avoir le plus de renseignements possible sur les positions allemandes, les zones où le matériel est stocké ou les localisations des rampes de lancement des armes secrètes allemandes. 200 volontaires français sont sélectionnés par le BCRA et sont entraînés à Saint-Alban, au nord de Londres, où ils ont une période d'instruction par le MI6 britannique et l'OSS américain. Ils sont formés au renseignement militaire et à l'issue du stage, seuls 120 recrues sont sélectionnées. Parmi elles figurent 2 femmes, Jeanne Guyot et Evelyne Clopé. L'une des équipes du Sussex, nom de groupe Vitrail, va jouer un rôle important avant le jour J, en identifiant la présence de la Panzerlehr à Chartres. Les Alliés vont bombarder la zone et ainsi freiner la remontée de la division blindée allemande vers la Normandie. Les Alliés ont toutes les cartes en main lors du déclenchement de l'opération Neptune. Le 5 juin 1944, bien que déconcerté par cette décision, De Gaulle répond à l'invitation de Churchill pour un repas dans son train blindé près de Portsmouth. C'est lors de ce repas qu'il apprend toutes les lignes de l'opération Overlord. Dans l'après-midi, les 2 hommes se rendent à Southwick House pour rencontrer le général Eisenhower dans son QG. Ce dernier montre les préparatifs et les plans à De Gaulle et lui tend un papier où figure un discours déjà écrit. Eisenhower lui demande de lire ce discours à la BBC juste après son allocution. De Gaulle, regardant ce discours, refuse de le lire. Pourquoi ? Parce que ce discours ne parle pas de l'autorité française et qu'il donne l'impression que c'est Eisenhower lui-même qui prend en charge la France. Mais surtout, De Gaulle veut montrer aux Français qu'il n'est pas sous la tutelle des Américains. Il refuse donc catégoriquement de lire ce discours. Churchill et De Gaulle vont se disputer assez violemment sur ce sujet. Churchill dira « Sachez-le, à chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le Grand Large, nous serons toujours pour le Grand Large. Chaque fois qu'il me faudra choisir entre vous et Roosevelt, je choisirai toujours Roosevelt. » Pendant ce bras de fer, la BBC a commencé à envoyer les messages codés depuis le 1er juin, dont la célèbre phrase tirée du poème de Verlaine « Les sanglots longs des violons de l'automne », qui prépare la résistance à passer à l'action. Elle transmet quelques jours plus tard la suite du poème de Verlaine, « Blesse mon cœur d'une langueur monotone », qui s'adresse au réseau de résistance ventriloque qui opère dans le Loir-et-Cher, pour passer à l'action le soir même. D'autres messages seront ainsi envoyés en France comme « Les dés sont sur le tapis », annonçant la mise en œuvre du plan vert visant à détruire les voies ferrées, ou « Il fait chaud à Suez » pour déclencher le plan rouge, visant à préparer une guérilla contre les forces allemandes. Dans la soirée du 5 juin 1944, 12 régions militaires FFI et une 50aine de réseaux dépendants des Britanniques sont en état d'alerte. Lors de l'exécution du plan rouge, les unités françaises du 3e et 4e SAS, pour les Français 2e et 3e régiment de chasseurs parachutistes, sous les ordres du commandant Pierre-Louis Bourgoin, surnommé le Manchot, à cause de l'amputation de son bras en raison d'une grave blessure survenue en février 1943, vont participer les premiers à l'opération Overlord en sautant sur la Bretagne. Leur mission est de mener des actions avec les 21e et 12e groupes d'armées pendant le renforcement de la tête de pont, puis de bloquer l'envoi des renforts allemands vers le front de Normandie. Les voies de chemin de fer sont détruites, les lignes de télécommunication sont sabotées. Les Allemands savent que ces attaques signifient qu'une opération d'envergure se prépare, et ils ne se trompent pas. Un vrombissement sourd se fait entendre dans la nuit. L'opération Neptune est déclenchée. Des planeurs et des milliers de parachutistes touchent le sol normand. Certains d'entre eux, dans le bocage inondé par les Allemands, meurent noyés à cause du poids de leur matériel. En Bretagne, à minuit 45, le 4e SAS s'est parachuté. Le premier groupe, comprenant les lieutenants Pierre Marienne et Henri Desplantes, est parachuté dans le Morbihan, entre Plumelec et Guéhenno. Il est chargé de créer près du village de Saint-Marcel la base d'Ingson.
Dans les côtes du Nord, le deuxième groupe des lieutenants André Bottella et Charles Deschamps touche le sol à 1h15 du matin, à la lisière de la forêt de Duhaut. Leur mission est d'installer la base Sam-Ouest. Le groupe de Pierre Marienne a posé pied tout près d'un poste d'observation allemand camouflé en moulin. Rapidement repérés par une patrouille de soldats géorgiens, les Français doivent livrer bataille. À bout de munitions et cernés, ils détruisent leur matériel radio. Dans un face-à-face avec les Allemands, 4 paras ouvrent le feu. Parmi eux, le caporal-chef Émile Bouettard, âgé de 19 ans, blessé à l'épaule et froidement abattu. 20 minutes après avoir touché le sol de son pays natal, il est le premier Français à perdre la vie lors du 6 juin 1944 dans le cadre de l'opération Overlord. Les 3 autres hommes sont faits prisonniers et dirigés vers Plumelec. Marienne et les 4 autres SAS entendent le bruit de la fusillade et décident de s'éloigner. Desplantes, de son côté, est parachuté sans incident sur le territoire du village de Guéhenot, à 8 km du groupe de Marienne. Le groupe de Desplantes rejoint le pont de Kergonan, qui est le point de rendez-vous des SAS. Mais le groupe de Marienne n'est pas là. Les hommes de Desplantes restent allongés dans un bois proche et sont pris en charge dans la soirée du 7 juin par les maquisards qui ont été missionnés pour récupérer l'équipe de Marienne. Les 18 hommes des équipes de Deschamps et Bottella rejoignent dans la matinée du 7 juin les résistants FTP. Les parachutistes français ne savent rien de l'état de la résistance en Bretagne. Mais ils remarquent qu'elle est structurée et qu'elle rassemble 10 000 hommes sous les ordres du colonel Maurice. Face à une telle organisation et mobilisation, le lieutenant Bottella demande à Londres des renforts en armes et en hommes. Les équipes des SAS attendent le feu vert du haut commandement pour lancer la deuxième phase de l'opération. Mais pendant ce temps-là, sur l'un des 5000 navires du débarquement, attendent des hommes, portant sur leur épaule l'insigne des opérations combinées et sur la tête un béret vert. Il ne s'agit pas de la Légion étrangère, mais du commando numéro 10, commandé par Philippe Kieffer. Les hommes du commando Kieffer s'entraînent depuis 2 ans pour être prêts pour une opération. Et le stress monte dans ces navires qui bougent énormément à cause de l'agitation de la mer. Face au désespoir de ces commandos français, l'amiral Muselier va demander aux opérations combinées d'utiliser ces volontaires français dès qu'il y aura une mission. Leurs missions sont des raids de reconnaissance entre le Havre et Ostende entre le 25 et le 27 décembre 1943 pour faire état des fortifications et des défenses allemandes, collecter des mines, du barbelé et du sable pour la préparation de l'opération Overlord. Philippe Kieffer dira plus tard à propos de ces raids : Ces raids sondage restent pour tous les commandos les plus passionnantes de toutes nos activités. Ces nuits de tension où une respiration trop lourde pouvait anéantir la réussite d'une opération, et avec elle la vie de tout un groupe de spécialistes, resteront pour toujours vivantes dans la mémoire de ces hommes qui l'auront écrite dans la nuit, le silence et la mort. Après ces petits raids qui ont déjà coûté la vie à 9 Français, donc 5 disparus, le commando français est là, se prépare à débarquer sur le sol national et à participer à la plus grande opération amphibie de l'histoire. La zone de débarquement est divisée en 5 secteurs. Les secteurs américains d'Omaha et Utah Beach, le secteur britannique de Gold Beach, le secteur canadien de Juno Beach et le secteur franco-britannique de Sword Beach. C'est à Sword Beach, entre Colville-sur-Mer et Ouistreham, que le commando Kieffer débarque. Sa mission : prendre les positions de Rivabella et du casino de Ouistreham, puis faire jonction avec la 6e division aéroportée britannique au pont de Bénouville. Une fois la jonction effectuée, ils doivent maintenir une tête de pont à partir d'Amfreville, au nord-est de Caen. Durant le trajet, Maurice Chauvet note dans son journal : La côte est bien visible maintenant. Nous avançons entourés de hautes colonnes d'eau soulevées par les impacts d'obus tirés de la terre. Plusieurs ricochets formant des lignes de pointillés dans la mer sont visibles très près de notre coque. Ce sont des tirs de mitrailleuses. Soudain, notre LCI vibre violemment et s'immobilise. Nous venons d'aborder la côte à toute vitesse. Face à nous, une étendue de sable d'environ 100 mètres,
Plus loin, des dunes au sommet recouverts d'herbage. Dans un vacarme étourdissant, j'entends la chute de 2 passerelles et les cris de Pinelli entraînant ses hommes. Il est 7h30. Pour nous, le débarquement vient de commencer. À 7h31, les 176 hommes de Philippe Kiefer débarquent dans le sous-secteur Queen Red à Sword Beach. Les 2 barges françaises ouvrent leur rampe d'accès sur la plage à la Brèche, lieu-dit de Colville. Malgré les tirs d'artillerie des Alliés, les Allemands déclenchent un tir de barrage qui balaie tous les secteurs du débarquement. Face aux tirs des Allemands, les premiers blessés tombent au sol. Le commando français avance tant bien que mal jusqu'au barbelé qu'il sectionne. La troupe 1, commandée par Philippe Kiefer, s'engouffre dans la brèche et les hommes du commando se rassemblent dans les ruines d'une ancienne colonie de vacances. Kiefer dresse un premier bilan de ses pertes. Les membres de son commando comptent 5 morts et 28 blessés. En tout, il ne reste plus que 115 hommes valides. La troupe 8 d'Alexandre Lofi doit réduire les points d'appui allemands qui sont échelonnés sur la plage en direction de Ouistreham. La troupe 1 se dirige directement vers son objectif, le casino de Rivabella. Les hommes réussissent à avancer, mais sont bloqués par un mur de 2,5 mètres de hauteur, formant une chicane et un large fossé anti-char qui complète la ligne de blocos. Ça, malheureusement, les photographies aériennes ne l'avaient pas identifié. Rejoint par la section de Mont-Laur, Kiefer tire à plusieurs reprises contre le bunker avec 2 lance-roquettes Piat. Mais il remarque que les armes anti-chars ne suffisent pas. Autour de lui, les hommes du commando tombent les uns après les autres. Kiefer n'a pas d'autre solution que de faire appel à un char Sherman DD qui vient d'arriver dans Ouistreham pour détruire ce bunker. Il part en ville à la recherche de ce char et brusquement, les hommes du commando aperçoivent le Sherman. Arrivant sur la zone, il tire sur le bunker. En attendant, les sections de Mont-Laur et de l'Ardenois attaquent les flancs de l'ouvrage et nettoient les derniers nids de résistance. Les Français attaquent désormais vers le Belvédère, où ils sont pris à partie par les Allemands. Kiefer, blessé une seconde fois et juché sur le char, avance face au Belvédère. Désormais, à 100 mètres de l'objectif, le char tire 4 obus en direction de l'ouvrage, le réduisant au silence. Dans le secteur de la troupe 8, il ne reste plus qu'un blocos à nettoyer, mais les hommes de l'office sont pris à partie par des tirs de mortier les obligeant à s'allonger dans un cratère. Vers 11h20, le colonel Dawson ordonne à tout le commando numéro 4 de se rassembler au sud de la ville, dans les ruines de l'ancienne colonie de vacances. Les Français refont le chemin inverse, croisant les Britanniques des 2e et 3e vagues. Kiefer donne à ses hommes 25 minutes de repos. À 13h, ils reçoivent l'ordre de fermer la marche. À l'avant-garde, cette fois, ce sont les troupes britanniques. Pendant que les Français du commando Kiefer se battent sur terre, il y a 7 groupes des forces aériennes françaises combattantes. Cigogne, Île-de-France, Alsace, Lorraine et Berry rejoignent la 2nd Tactical Air Force américaine, tandis que les 2 groupes de bombardement Guyenne et Tunisie, qui rejoignent les Bomber Command de la Royal Air Force, vont participer au jour J. Le groupe Lorraine, appartenant au Squadron 342, doit larguer à basse altitude le long des côtes un épais écran de fumée pour camoufler l'approche de l'armada alliée se dirigeant vers les côtes normandes, soit sur 12 km de côte, de la baie des Vèzes à l'embouchure de la Vire. Lors de cette mission périlleuse, l'avion de l'équipage Boissieu, Canute et Henson s'écrase en mer. L'avion ne sera jamais retrouvé. Durant la journée du jour J, les groupes de bombardement Guyenne et Tunisie bombardent le secteur de Colombelles et Vaucelles, soutenant la progression des Britanniques venant de la plage. Le 6 juin 1944, le jour de l'assaut, les groupes Cigogne du Squadron 329, Île-de-France du Squadron 340 et Alsace du Squadron 341 avec le Tiger Squadron néo-zélandais forment le Wing 145 et leur mission est de protéger les secteurs anglo-canadiens du débarquement. Toute la journée,
les aviateurs français survolent les têtes de pont qui se sont installées après que les troupes de débarquement soient entrées dans les terres. Mais ils sont déçus de voir qu'il n'y a aucun avion de la Luftwaffe dans le ciel. À 20h, le groupe Alsace doit survoler Caen pour escorter des Dakota et des Stirling traînant des trains de planeurs Orsa. Ce pont aérien s'étend sur plus de 60 km entre l'Angleterre et la Normandie. Les forces françaises sont également présentes en mer. Oui, des bâtiments français sont là et donnent le meilleur d'eux-mêmes au milieu des navires américains et britanniques. C'est le contre-amiral Lemonnier qui réussit à faire participer plusieurs croiseurs à l'opération Overlord. Les corvettes Acconic et Renoncule sont affectées au secteur d'Utah Beach. L'Escarmouche, l'Aventure et la Roselys sont affectées au secteur d'Omaha Beach. Surprise, Découverte et Commandant d'Étienne d'Orve sont affectés au secteur de Gold Beach. Cependant, sur un total de 22 croiseurs, seuls 2 seront présents et sur les 142 escorteurs, 4 frégates et 4 corvettes seront présentes pour l'opération Overlord. À l'aube, sur le secteur d'Omaha Beach, l'artillerie allemande entre en action. La batterie de Longues-sur-Mer tire en direction de l'Arkansas. À 5h42 du matin, les canons français ouvrent le feu en direction des hauteurs de la falaise. L'Arkansas répond à son tour, faisant taire pendant quelques instants la batterie allemande. À 5h50, les croiseurs français se tournent vers leurs objectifs. Le Montcalm tente de réduire au silence 2 batteries de port en Bessin qui sont susceptibles de tirer sur la plage d'Omaha. Pendant ce temps-là, les 90 mm tirent en direction de la plage. À 6h05, la batterie de Longues-sur-Mer ouvre à nouveau le feu en direction du groupe Arkansas. Le cuirassé Montcalm est manqué de très peu, mais les coups tombent à l'arrière de George Lake. Les canons du Montcalm ripostent immédiatement, faisant taire une nouvelle fois la batterie allemande. À 6h27, comme il est prévu sur les plans alliés, le George Lake cesse le feu. Et à 6h30, la première vague du débarquement débute. Le Montcalm continue ses tirs jusqu'à 7h, puis les reprend à 8h20 au sud d'Escure. À 8h48, le George Lake détruit à 1,50 km de Mol un château où, d'après les avions de reconnaissance, les Allemands auraient concentré leurs troupes. Toute la journée, les cuirassés français vont tirer sur les falaises, réduisant au silence certaines des batteries. À 18h35, le George Lake va utiliser ses obus de 152 mm pour réduire au silence une casemate de la batterie de Longues-sur-Mer. Malgré leurs tirs, les 2 croiseurs français sont impuissants face aux tirs d'une batterie allemande qui n'a pas été identifiée. Elle a réduit en flammes à 21h50 une vingtaine de camions sur la plage de Colville. Les chalands décident d'abandonner cette partie de la plage et les renforts sont dirigés plutôt vers Saint-Laurent et Vierville. À la nuit tombante, les aviateurs allemands font leur apparition et tentent d'attaquer les navires alliés. Toute l'armada alliée est en état d'alerte et prépare ses canons antiaériens. Les canonniers français arment également leurs canons de 20 et 40 mm et tirent à leur tour sur les avions allemands. Ils réussissent à abattre un Junkers 88 qui se crache juste à côté du Montcalm. Après cette dernière action en ce jour du 6 juin, les 2 croiseurs français servent d'appui-feu sur les côtes normandes et ce jusqu'au 10 juin 1944. Pendant ce temps, dans le secteur britannique, sur les plages de l'ouest de Courceuil, le torpilleur La Combattante hisse peu avant le débarquement le pavillon à Croix-de-Lorraine. Le torpilleur maintient son allure avec la vague de tête et avec les autres navires britanniques, puis ouvre le feu en direction de la plage. La Combattante se rapproche et dépasse les chalands de tête, à tel point qu'à 7h10, il s'échoue à plus d'1 mile de la côte, mais continue de tirer en direction de ses objectifs. La Combattante, après avoir été déséchouée, est mise au mouillage plus au large et repère enfin son objectif sur la plage. D'une salve d'obus,
elle détruit le ciment qui abrite la batterie allemande. Sa cible secondaire est une maison qui se nomme La Rivière et qui abrite une batterie allemande. À 8h02, après plusieurs salves d'obus en sa direction, la position allemande explose en raison de l'incendie des munitions. Le torpilleur, après avoir atteint ses objectifs, cesse le feu. Il va attendre pendant de longues heures, espérant recevoir de nouveaux ordres pour servir d'appui-feu. Mais rien ne vient. Finalement, à 19h30, il se résout à escorter un bâtiment jusqu'à Portsmouth. Le 4e bâtiment français, le Courbet, a une mission plus ou moins spéciale. Le capitaine de vaisseau Wietzel va devoir s'aborder son cuirassé non loin de Ouistreham pour servir de brise-lames près de l'embouchure de l'Orne, face à Hermanville-sur-Mer. Le 8 juin 1944, il arrive devant son objectif. Wietzel donne l'ordre de s'aborder le navire, mais le commandement naval britannique remarque que le navire est pris pour cible par les artilleurs allemands sur la côte. Pour que le Courbet continue à jouer son rôle, il décide de hisser sur le mât de tripode un pavillon tricolore frappé de la croix de Lorraine. À partir de ce jour, le Courbet devient une sorte d'attraction pour les obus. Les bombes et les torpilles allemandes tombent sur le navire, mais ne lui causent aucun grand dommage. Tous ces navires français continueront leur mission d'escorte tout au long de la bataille de Normandie, sauf pour la frégate La Surprise, commandée par le capitaine de corvette Levasseur, qui est endommagé à cause de l'explosion d'une mine le 20 juin 1944. La Surprise devra être immobilisée de juillet à la mi-octobre 1944 pour pouvoir être réparée. Une fois les réparations effectuées, la frégate repart au combat contre les poches allemandes de la Gironde et de l'île d'Oléron. Sur les terres, rescapés du 6 juin, les 138 hommes du commando français sont sur les hauteurs d'Amfreville. Tout le commando redoute la 21e Panzer Division, qui est la seule division de réserve opérationnelle dans le secteur de Sword. L'activité allemande dans le secteur français est très importante, au point que les commandements redoutent une attaque allemande en direction de Salenel. Le colonel Dawson demande au commandant Philippe Kiefer d'envoyer une patrouille dans la zone. Le 8 juin, à 2h du matin, on annonce l'arrivée de chars allemands à 2 km au sud de la position des commandos français. Les bérets verts se mettent en position et placent leurs armes anti-chars pour être prêts à recevoir ces chars. Mais il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc Kiefer profite de ce moment de calme pour s'occuper du ravitaillement des différents postes que ses hommes occupent. Puis, il se dirige vers le poste de secours pour soigner ses blessures. La décision est prise de l'évacuer vers l'Angleterre. Kiefer cède son commandement à Alexandre Laffy. 10 juin 1944, à 6h du matin, les Allemands déclenchent de Bréville une violente offensive sur les commandos numéro 4 et numéro 6. Au sein de la troupe 8, c'est la surprise totale. Les commandos subissent cette attaque de plein fouet. L'objectif des Allemands est clair, ils veulent reprendre le plein. Les pertes françaises deviennent sérieuses face à la violence de l'attaque. Dans cette seule matinée, 29 hommes sont blessés et 3 sont tués. Lucien Fourré, Robert Croiset et René Grezel. Pour que le commando numéro 3 puisse contre-attaquer, Lord Lovat ordonne aux hommes de la troupe 1 de cesser les tirs. Pendant que les 350 hommes de Peter Young attaquent Bréville, la Kagen et la troupe 8 continuent de tirer sur le flanc gauche. Dans la soirée, face aux tirs des cuirassés Nelson et Rodney et l'arrivée des renforts de la 27e brigade blindée, la contre-attaque allemande est stoppée et elle se replie en se dispersant. Ce 10 juin a été pour les soldats qui ont débarqué le plus à l'est la plus violente contre-attaque qu'ils aient subie. Les commandos ont tenu leur position, mais au prix de terribles pertes. Le commando numéro 4 a perdu depuis le 6 juin 50% de ses effectifs. Du côté français, on déplore une trentaine de pertes supplémentaires, baissant l'effectif des bérets verts à 104 hommes encore disponibles pour se battre. Le lendemain, la troupe 8 et la section Kagen doivent rester en appui sur les hauteurs d'Amfreville, tandis que la troupe 1 reçoit l'ordre de redescendre sur les Cardes.
Leur nouvelle mission est de nettoyer l'embouchure de l'Orne et de sécuriser la route entre Franceville et Salenel et entre la Basse-Écarde et Salenel. Au soir du 10 juin, les patrouilles se dirigent vers la Basse-Écarde et vers les terrains d'atterrissage où des snipers allemands sont signalés. Durant la nuit, les hommes du Belfort arrivent à leur poste d'observation. Tout à coup, des ombres longent le canal. C'est une patrouille d'une 50aine d'Allemands qui se préparent à l'offensive. Des mortiers ouvrent le feu sur le carrefour d'Écarde, annonçant la patrouille allemande qui est appuyée par 2 canons chenillés. 2 équipes sont mises sur pied pour se rendre vers la Basse-Écarde, lieu où les mortiers sont placés. Lors de ce nouvel affrontement, la troupe 1, commandée par Hubert Fort, perd 6 commandos. Elle est rappelée et relevée de ce secteur qui est dorénavant contrôlé par les Britanniques. Après les combats des Écardes, la troupe 1 prend le chemin d'Auger, où elle doit protéger le PC de la brigade. En attendant les troupes britanniques, la première brigade de commandos organise une série de patrouilles de reconnaissance de nuit comme de jour. Le point de départ est la zone comprise entre Merville au nord du secteur et le bois Bavent au sud. C'est dans le secteur de la ferme de Longmare, à l'est d'Amfreville, que se dirigent généralement les patrouilles. Ces patrouilles continuent à faire des victimes du côté français. Une patrouille de 2 commandos est repérée par les Allemands et essuie un tir de barrage. Les 2 hommes sont blessés, dont l'un à la main. Sous le tir des mortiers, il regagne ses lignes. Mais le second, Georges Gickel, a une blessure plus grave et n'arrive pas à rebrousser chemin. Une demi-heure plus tard, l'alerte est donnée et une section emmenée par Zivol Lava revient sur les lieux. Le corps de Georges Gickel, criblé de balles allemandes, est retrouvé pendu à un arbre. Le 24 juin 1944, c'est le commando Guy Lao qui ne reviendra pas de sa patrouille. Le 29 juin 1944, le bataillon français fait mouvement devant Bréville, qui est en ruine. L'unité doit dégager les obus abandonnés dans le voisinage par les batteries d'artillerie ennemies. Le 14 juillet 1944, les bérets verts français sont présents pour la cérémonie qui se déroule devant l'église d'Amfreville et devant le monument aux morts à Bayeux. Le 16 juillet, Philippe Kieffer revient en France pour recevoir à Amfreville, dans les carrières de l'Écarde, l'Immediate Military Cross des mains du général Montgomery. Le 26 juillet 1944, le bataillon français quitte Bréville pour aller au nord-ouest du bois de Bavent. Mais les patrouilles se multiplient et cette stratégie fatigue les hommes des commandos, surtout que certains d'entre eux continuent à tomber face aux embuscades allemandes. En attendant, les bérets verts du commando Kieffer attendent leurs ordres. C'est à la mi-août que le commando numéro 4 doit investir le bois de Bavent. Ce bois est miné et il est encore sous contrôle des Allemands qui continuent à organiser de nombreuses patrouilles dans le secteur. Ils bombardent également le secteur avec leurs canons de 88 mm. Selon l'Intelligence Service, les Allemands sont en train d'évacuer leur position. Donc le 16 août, le commando numéro 4 s'élance pour percer les lignes allemandes. Le village de Bavent est entièrement détruit et la position est prise sans pratiquement un seul coup de feu de tiré. Les Allemands ont évacué pendant la nuit. Le repli général a été décrété. Les Alliés poursuivent les troupes allemandes, tandis que les commandos, eux, poursuivent leur avance jusqu'à Briqueville. Le 19 août 1944 au soir, les Allemands sont localisés aux abords de Dozulé, sur la route de Caen. Pour prendre ce point fort, les 2 troupes françaises, appuyées chacune par une demi-section de mitrailleuses, rejoignent la brigade de commando au plein Gruchet, à 7 km à l'est de Bavent. En colonne, ils longent une voie ferrée puis obliquent vers Puteaux-en-Auge. Les Allemands semblent s'être encore une fois volatilisés, mais arrivés à la hauteur du secteur de l'Épine, les coups de feu reprennent. Les 70 hommes de Kieffer sont à 500 mètres de la ferme de l'Épine. Ordre est donné à 2 éclaireurs d'examiner les postes avancés allemands. À 2h30 du matin, les hommes de Kieffer s'élancent, mais les Allemands ont déjà quitté les lieux en abandonnant mortiers et munitions. Les Français s'installent sur leur position.
quand soudain, les tirs se font entendre à 600 mètres sur la gauche. Kiefer laisse une section sur les hauteurs de l'Épine et envoie la seconde vers les tirs. Mais les tirs de barrage prennent à partie les hommes de Lofi qui avancent vers les positions allemandes. Lofi réplique en conduisant le repli vers l'Épine pour retrouver la section laissée en réserve. La troupe est désormais au complet. Les tirs d'opposition se font entendre pendant 20 minutes. En même temps, Kiefer envoie une section pour attaquer le flanc des positions allemandes. C'est la section de Paul Schoss qui mène l'attaque dans la vallée. Schoss enfonce la ligne de résistance allemande, mais cette attaque n'est pas sans conséquence du côté français. Les bérets verts dénombrent 8 nouveaux blessés et la mort de l'ordonnance du colonel Dawson. Ce face-à-face avec les Allemands est bref, mais le commando réussit à capturer une dizaine de prisonniers. Le 20 août, les commandos sont désormais présents sur la route de Dozulé. Le lendemain, Dozulé tombe entre les mains des Britanniques. Les commandos, eux, poursuivent leur avance sur un axe parallèle à la côte. Sur les routes, ils sont dépassés par des convois et des blindés et sont désormais à l'arrière des troupes alliées. Pour qu'ils soient de nouveau en première ligne, des camions sont mis à leur disposition. À bord de leurs camions, les commandos vont traverser Tourgeville, Saint-Arnoux, passent par la Touques, avant de reprendre la nationale pour se diriger vers Pont-l'Évêque, qui vient d'être libéré. Mais avant leur départ, les Allemands ont mis le feu à la ville. Désormais, Pont-l'Évêque est en ruine. Le commando numéro 4 dépasse la ville en feu et essuie durant la nuit de petits accrochages vers la forêt de Saint-Gatien. Les Allemands continuent leur repli vers l'est. Les commandos arrivent à Saint-Maclou où ils attendent de nouveaux ordres. Le 1er septembre 1944, aux côtés des commandos britanniques, 25 commandos français défilent fièrement dans la capitale, Paris, qui vient tout juste d'être libérée. Après ce moment de gloire, le 5 septembre 1944, Kiefer reçoit de nouveaux ordres. Son commando doit rejoindre le port d'Arromanches pour rembarquer en direction de l'Angleterre. La guerre est loin d'être finie. Ils devront s'entraîner pendant de longs mois pour débarquer aux Pays-Bas. Pendant ce temps-là, en Bretagne, l'arrivée des parachutistes français fait grand bruit dans le secteur. Désormais, chaque jour, des dizaines de volontaires viennent gonfler les rangs de la résistance. Entre le 7 et le 8 juin 1944, 500 hommes se regroupent à la base de Sam West et plus de 2000 hommes se rendent à la base de Dingson. Il est urgent d'armer et d'encadrer ces volontaires qui sont prêts à se battre. Dans la nuit du 9 au 10 juin 1944, des hommes et des containers sont parachutés. Parmi eux, le capitaine Leblond et 115 SAS. Le problème, c'est que le parachutage n'est pas passé inaperçu. Dans la soirée du 11 juin, les Allemands envoient une patrouille au cœur du dispositif des parachutistes et des maquisards. Et c'est là, dans une ferme de Kerramont en Duo, qu'ils découvrent la présence des parachutistes. Le 12 juin 1944, vers 6h du matin, une colonne d'une 60aine d'Allemands revient sur les lieux et encercle rapidement la ferme. 4 parachutistes et des maquisards sont en train de se ravitailler quand tout à coup, des coups de feu retentissent. 2 paras sont tués. 4 blessés sont jetés dans les flammes de la ferme incendiée. Alertés par les coups de feu, une section de paras et une vingtaine de maquisards arrivent en renfort et ripostent aussitôt. Les combats sont intenses jusqu'au début de l'après-midi, moment où les Allemands décident de se replier. Après cette attaque allemande, le capitaine Leblond reprend le commandement de la base de Sam West, suite à la blessure du lieutenant Bottella, et donne l'ordre d'évacuer la position avant le retour des Allemands. Dans la forêt de Duo, une grande partie des parachutistes décrochent en direction de l'autre base établie à Saint-Marcel. Entre le 17 et le 19 juin, une quarantaine d'entre eux réussissent à atteindre la ferme de la Nouette. Le commandant Bourgoin décide d'implanter une nouvelle base dans le Morbihan. Il demande au capitaine Henri Desplantes de prendre le commandement de cette nouvelle base et avec une vingtaine de paras et des éléments des FFI, il quitte le secteur de Saint-Marcel pour rejoindre Guémené sur Scorff. Cette nouvelle base porte le nom de code
Grog. Au cours de la dispersion de la base Sam-Ouest, 5 parachutistes sont tués, aux côtés de 2 maquisards et de 4 civils. Les Allemands vont rafler 8 civils qui serviront d'otages et qui seront massacrés à Plestan. Le lieutenant Bottella, blessé, est caché pendant un temps dans une ferme de Mael pestivien, avant de rejoindre quelques jours plus tard le maquis de Saint-Marcel, qui est entré en action depuis le 6 juin 1944. Le 13 juin, la nouvelle base Grog est opérationnelle. Elle assure la formation et l'armement des bataillons FFI du secteur. Pendant 2 mois, elle reçoit 2200 containers permettant d'armer près de 6000 hommes qui sont répartis en 9 bataillons. À Saint-Marcel, après plus de 10 jours d'activité, le maquis s'étend sur 500 hectares. La population se presse pour assister à différents parachutages et propose même d'aider pour transporter du matériel, oubliant que les Allemands ne sont pas très loin, car ils sont présents au camp de Koetkidan. Le problème, c'est que les Allemands remarquent très vite les opérations aériennes et commencent à être de plus en plus sur leur garde, renforçant leur patrouille dans le secteur de Saint-Marcel. Londres, quant à elle, effrayée par l'ampleur de la concentration du maquis, envisage de donner l'ordre de dispersion. Le 18 juin 1944, à 4h30 du matin, 2 voitures de la Feldgendarmerie de Ploërmel, avec 8 hommes à son bord, sont prises sous le feu des avant-postes français au sud-ouest de la Nouette. 7 Allemands sont tués ou faits prisonniers, et l'un des rescapés donne l'alerte. Depuis Malestroit, 300 parachutistes allemands de la division Kreuta et une compagnie de la 275e division d'infanterie arrivent à Saint-Marcel, qui est défendue par 2400 maquisards et 140 parachutistes. Les combats sont tellement violents que le commandant Bourgoin demande à Londres un appui aérien. Vers 15h30, 40 chasseurs bombardiers P-47 de la RAF mitraillent pendant 1 heure les positions ennemies. Mais la puissance de feu des Allemands est beaucoup trop forte. Le commandant Bourgoin et le colonel Maurice ordonnent le repli. Pour cela, une seule sortie est possible, et elle se trouve à l'ouest du camp retranché. À 20h, avant de se disperser, les hommes prennent soin de détruire une partie de leur stock de matériel, d'armes et de vivres. Les FFI déplorent 30 tués, 60 blessés et 15 prisonniers. Dans les rangs du 4e SAS, on dénombre 5 morts et 6 blessés. Du côté allemand, en revanche, les pertes sont beaucoup plus sévères. 300 hommes sont mis hors de combat. Pendant plusieurs jours, les Allemands ratissent la zone de Saint-Marcel et dans la région avec les miliciens français. Des massacres sont commis par le 261e escadron de cavalerie ukrainien et le 208e bataillon d'infanterie géorgien. Le 27 juin, les fermes et le bourg de Saint-Marcel sont incendiés. 42 Français sont tués, 6 parachutistes et des dizaines d'autres sont blessés. Le danger étant bel et bien présent, la base Grog, où se trouvent 800 FFI, doit à son tour évacuer la zone. Dans la nuit du 22 au 23 juin 1944, une nouvelle opération baptisée Lost est lancée. Des jeeps et 7 nouveaux SAS sont parachutés pour reprendre contact avec le commandant du 4e SAS. Mais depuis les dispersions, les hommes du commandant Bourgoin sont livrés à eux-mêmes. 80 de ces hommes sont dans la région de Plumlek et sont aidés par la population locale et les FFI. À leur tête figure Pierre Marienne, mais il craint pour sa sécurité et celle des 20 SAS et des FFI qui l'accompagnent. Marienne décide de se retirer dans une ferme du hameau Kériuel, à Plumlek. Mais un groupe de miliciens et 2 Allemands le retrouvent et le tirent brusquement de son sommeil. Le 12 juillet 1944, Pierre Marienne, aux côtés de 5 autres parachutistes et de 8 résistants, est abattu. Le reste du groupe parvient à s'échapper, mais il est immédiatement pourchassé par les Allemands. Le 25 juillet 1944, le général Bradley lance l'opération Cobra. La 3e armée du général Patton, arrivée depuis peu en Normandie, doit percer en direction de la Bretagne. Le 3 août 1944, l'ordre d'insurrection est enfin donné. Plus de 10 000 FFI bretons prennent les armes et se joignent au combat.
les SAS français ne restent pas inactifs, puisqu'ils vont s'illustrer une dernière fois. L'équipe du capitaine Sicot, qui a été parachutée dans le Nord Finistère, doit empêcher la destruction des viaducs de Morlaix et de Plougastel, puis ouvrir la voie à la 3e division américaine. Les parachutistes français, en compagnie des FFI, vont s'emparer de la commandanture de Daoula et libèrent Lenneven, Landerneau et Carantec. Après le 18 août 1944, la mission des SAS en Bretagne est terminée. Les 180 parachutistes rembarquent pour l'Angleterre. Ces opérations en Bretagne leur auront coûté la perte de 79 hommes, 172 blessés et 17 prisonniers sur 395 hommes engagés. Le 30 juin 1944, à Vers-sur-Mer, au lieu-dit Montfleury, la mission militaire de liaison, MMLA, administration dirigée par Étier de Bois-Lambert, débarque à son tour sur les côtes normandes. Une 60aine de jeunes femmes, sous le commandement de Claude de Rothschild, arrivent dans les locaux d'un petit séminaire transformé en hôpital militaire à Bayeux. Leur mission est d'assurer et d'accueillir les populations civiles dans le besoin. Pour assurer cette mission, elles ont du matériel, comme des couvertures, des médicaments et des vivres. Mais la priorité est d'aider et de protéger les populations civiles. Le travail pour ces jeunes femmes est éreintant. Les civils, apprenant que leur ville est libérée, reviennent au fur et à mesure dans la zone. Mais en arrivant, ils constatent que ce n'est plus que ruine et désolation, et qu'ils ont tout perdu. La MMLA ne s'occupe pas que de la détresse des civils. Elle réinstaure l'autorité française pour éviter que l'AMGOT ne fasse de la France un nouveau territoire occupé dirigé par l'administration américaine. La mission militaire de liaison administrative va progressivement devenir, au fur et à mesure de la libération, un peu caduque. En effet, le général de Gaulle souhaite imposer d'autres rouages pour rétablir coûte que coûte l'autorité de la France face aux Alliés et à Vichy. Il va créer des comités de la libération et des commissaires de la République pour réinstaurer l'autorité et contrer Vichy et les plans alliés. Ça marchera très bien, puisque les préfets formés par l'AMGOT pour prendre le pouvoir des administrations françaises n'auront pas le temps de s'installer à leur poste. La place de préfet, par exemple, est déjà prise par des nominations officielles par le CFLN, le Comité français de la libération nationale. La résistance française ne restera pas inactive durant la bataille de Normandie, comme par exemple le maquis Surcouf, commandé par Robert Leblanc. Dès qu'il entend les messages à la BBC, il exécute les plans de sabotage. Il détruit l'observatoire de Saint-Georges-du-Bièvre. La réaction allemande ne tarde pas. Le 8 juin et pendant 10 jours, les troupes allemandes se lancent à l'assaut des maquis, à la recherche de leur chef, Robert Leblanc. Au cours de cette opération de ratissage, 15 maquisards sont capturés et déportés dans le camp de concentration de Buchenwald en Allemagne. Malgré le danger, les maquisards continuent à installer des barrages sur les routes, à couper les lignes téléphoniques, à mener des actions de sabotage sur les axes et les déplacements allemands. Mais comme à chaque fois, les représailles allemands sont terribles. Le 13 août 1944, les agents de la Gestapo exécutent les prisonniers dans un bois d'Angerville-la-Campagne. Ce sont des coups durs, mais la résistance continue à se battre et à faire jonction avec les troupes alliées pour libérer les villes normandes. Le réseau de résistance à Caen se voit affaibli par les bombardements intensifs des Alliés. La compagnie Scamaroni, nom donné en hommage à Fred Scamaroni, est constituée de 30 à 50 personnes, agit comme un commando au sein de la ville de Caen, et ce en 2 étapes. L'une au moment de la libération de la rive gauche de Caen, du 6 au 9 juillet, et l'autre au cours de la libération de la rive droite, du 9 au 19 juillet. Au sein de la ville, elle a récupéré les pilotes alliés pour les évacuer vers une zone plus sûre. Puis, elle participe activement à la libération de la ville. Des informateurs franchissent les lignes de combat pour transmettre aux Alliés des renseignements civils et militaires.
Ils établissent également des liaisons avec les groupes de résistance du Cinglé et du Bocage. Enfin, ils mènent des actions de sabotage contre les troupes allemandes dans les lignes arrières, sur le pont de Louvigné, et volent des armes dans les dépôts allemands. Après un violent bombardement, les Allemands savent que les Alliés vont mener une attaque. Ordre est donné de quitter Caen le 9 juillet, en emportant tout ce qui est nécessaire pour la poursuite de la guerre. Le 9 juillet, vers midi, les Anglais de la 3e division britannique avancent prudemment jusqu'à l'église Saint-Pierre. Les soldats canadiens, eux, arrivent dans l'après-midi dans l'abbaye aux hommes. Sous les ordres de Léonard Gilles, le chef du comité départemental de la libération du Calvados, en présence des FFI et de la compagnie de Scamaroni, a lieu dans la même après-midi sur place du lycée, aujourd'hui place Monseigneur des Hameaux, le premier lever des couleurs françaises frappé de la croix de Lorraine. Devant les troupes alliées, la Marseillaise est jouée et chantée depuis la première fois depuis 4 ans. La compagnie Scamaroni envoie une patrouille pour aider les troupes anglo-canadiennes à libérer la rive droite de Caen, avec Maurice Schumann, le porte-parole officiel de la France libre et célèbre chroniqueur d'honneur et patrie à la BBC. La compagnie Scamaroni, sous les ordres de Léonard Gilles, participe à la libération de Fleury-sur-Orne. Au matin du 19 juillet 1944, les unités canadiennes, guidées par les FFI de la compagnie Scamaroni, nettoient les quartiers de Vaucelles et les abords de l'usine sidérurgique de Colombelle. Cette fois, en cette date du 19 juillet, Caen est totalement libéré. Au total, plus de 2000 civils ont perdu la vie lors des bombardements de cette ville. Le 20 juillet 1944, sous la présidence de Léonard Gilles, le comité départemental de libération se réunit au grand jour et assiste le nouveau préfet désigné par Londres dans ses fonctions, Pierre Dore. Bien sûr, comme dans toute ville libérée, un nouveau maire est élu provisoirement jusqu'aux prochaines élections municipales. Le 1er août 1944, une autre division française débarque à son tour en Normandie. Cette division n'est autre que la 2e division blindée, commandée par le général Leclerc, de son vrai nom, Philippe de Hautecloque. Les hommes de Leclerc, quand ils débarquent, ont déjà pour la plupart une expérience du combat. Elle fut auparavant appelée Force L, puis 2e division française libre. Et ces hommes se sont déjà illustrés aux côtés des Britanniques dans le Fezzan, la Tripolitaine et en Tunisie, où ils ont participé aux côtés des Américains le 20 mai 1943 à la victoire de Tunis. Le 24 août 1943, la 2e division blindée est formée sur le modèle des divisions américaines. La division française est entièrement équipée de matériel américain et rassemble progressivement près de 15 000 hommes. Ce sont des Français libres, des éléments de l'armée d'Afrique, des volontaires étrangers venant des 4 coins du monde. Tous les hommes de la 2e DB ont une longue période de formation avec des instructeurs américains pour leur apprendre à utiliser leur matériel. Le 7 mars 1944, le général Leclerc reçoit l'ordre d'embarquer ses troupes pour l'Angleterre. Mais avant son entrée en scène, Leclerc décide que tous les véhicules de son unité qui sont placés sous commandement opérationnel américain arboreront leur symbole, celui que tout le monde connaît aujourd'hui. Un fond bleu, en son centre une carte de France et une croix de Lorraine. Le général Leclerc donne à ses hommes, une fois arrivés en Angleterre, le nouvel insigne qu'ils porteront sur la poitrine. Un fond bleu, une carte de France et des vagues entourant la France en couleur dorée. Au centre de la France, on peut voir une croix de Lorraine. Le débarquement de la division Leclerc est organisé en 4 groupements tactiques qui vont arriver successivement du 1er au 5 août 1944. Le 1er août, peu après 11h du matin, le général Leclerc pose pour la première fois en 4 ans le pied sur le sol français dans le secteur de Utah Beach, à Saint-Martin-de-Varreville. Selon les archives que l'on a retrouvées récemment, certains des hommes de Leclerc auraient débarqué dans d'autres secteurs. Certains vont débarquer par exemple dans le secteur d'Omaha Beach ou même dans les zones de débarquement britanniques.
Les caméramans américains vont filmer et énormément mettre en scène l'arrivée du général Leclerc. Sur la plage, il est accueilli par le général Walker et les deux hommes vont se serrer la main à plusieurs reprises devant les caméras. Venant prendre son ordre de mouvement, le général Leclerc est soucieux, car il ne sait pas pendant combien de temps le débarquement de ces hommes durera. Ça continue, autrement dit. Les arrivées continuent pour l'instant, de chez nous. De chez nous, ça ne bouge pas, ça ne change pas les arrivées. Tout ce qui est embarqué continue à débarquer. Oui, ça n'est pas interrompu. Ah non, pas du tout. Attendez, bon, je sais que ce n'est pas vrai. C'est le... Il y a deux parties dans le mouvement. Permettez, il y a des éléments qui sont débarqués. Est-ce que pour l'instant, les opérations de débarquement de nos types continuent pour l'instant? Les opérations de débarquement continuent. Vous êtes sûr? Absolument. Personne, mais... Ah ben c'est une question de marée, transport, mais les deux choses sont complètement différentes. Lorsque les bateaux arrivent, on les gîte, il n'y en a jamais ici. Mais restez d'accord, mais les autres, Les libertés. Les libertés, on les débarque par ferry, vous savez. Et là, on va les débarquer tour à tour aussi rapidement que les possibilités de transportement le permettent. Et alors, le problème ici n'influe absolument pas sur le débarquement des bateaux. D'accord, les bateaux sont... très bien. D'accord. Alors, à partir d'ici, c'est alors un deuxième problème qui est Bien d'évacuer sûr. ce qui est arrivé Alors, là. le premier problème, est-ce qu'il a une idée, lui, de la durée pendant laquelle durera le débarquement? 4 jours, il me dit. Hein? So now for the landing from the ships up to here, do you know how long it lasts? Any idea? I'm not sure that I understand your question. Arrivant sur la plage, certains des gars de Leclerc prennent symboliquement une poignée de sable dans leurs mains. Désormais, ils combattront sur leur territoire, dans leur pays. La division se rassemble le 6 août et elle fait mouvement en direction du sud, comme l'écrit Marcel Vachmus, soldat de la 2e DB. Nous sommes rassemblés près de Sainte-Mère-l'Église, d'où nous partons pour Vély, près de La Haye-du-Puy. Nous quittons Vély pour le front le 6 août. Pendant le trajet qui s'effectue de nuit, nous sommes attaqués par des Junkers 88, qui lâchent des fusées éclairantes qui descendent par parachute et éclairent la route. On se croirait en plein jour, et il leur est facile ensuite de bombarder la colonne. Des bombes tombent sur la 2e batterie. Il n'y a heureusement pas de blessés, et il n'y a qu'une Jeep endommagée. Nous l'avons échappé belle. Après la percée d'Avranches le 31 juillet 1944, la bataille de Normandie prend un second tour. Les divisions alliées s'engouffrent dans une brèche pour contourner les forces allemandes. Cette poche sera plus connue sous le nom de poche de falaise. Le 7 août 1944, les Allemands passent à l'offensive à Mortain et Avranches pour fermer la trouée ouverte par les Américains dans le cadre de l'opération Cobra. Le général Leclerc reçoit l'ordre d'être prêt à intervenir aux côtés des divisions américaines et envoie immédiatement un groupe de reconnaissance à Mortain. C'est là, pour la première fois sur le sol français, que les hommes de Leclerc sont en contact des troupes allemandes. Le 8 août, la 2e DB doit faire mouvement vers le Mans pour rejoindre le 15e corps d'armée américain auquel elle est rattachée. Dans la nuit du 8 au 9 août 1944, à St. James, la 2e DB est la cible des bombardements intensifs de la Luftwaffe. Les hommes sont surpris dans leur sommeil et il ne s'agit que du premier épisode meurtrier en Normandie. Au total, le bombardement fait 20 morts et plus de 200 blessés. Marcel Vachmus note dans son journal. Les Allemands attaquent sur un front de 12 km, avec 5 Panzerdivisionen, dont 3 de SS, et 7 divisions d'infanterie. La nuit, les avions allemands viennent et bombardent. Nous avons ordre de ne pas tirer, car on ne doit pas faire repérer la division. Les Allemands avancent de 20 km et sont près de nous. Toute la division française est prête à entrer en action. Mais c'est l'aviation, surtout anglaise, qui arrêtera les Allemands et les mettra en déroute. Les Typhoon Rockets viennent au nombre de 3000, et après 1 heure de combat, les 4/5 des chars allemands sont détruits, au total 140. Le reste est endommagé. Les Allemands se replient en débandade. Nous apprenons par la suite que c'était la plus grosse attaque depuis le débarquement. Le 9 août 1944, la 2e DB investit le Mans après que la ville ait été libérée par les Américains. Au nord du Mans, la 2e DB va subir pendant 2 jours des attaques meurtrières. Elle n'avancera que de 2 km, mais ces 2 jours lui auront coûté 23 hommes. Le 11 août, au carrefour de la Hutte et à Fier,
la division Leclerc livre des combats plus qu'acharnés. La 9e Panzer armée bloque l'avance des gars de Leclerc sur la grande route d'Alençon et cause des dégâts considérables sur la division française. La campagne de Normandie sera la plus sanglante pour la 2e DB, puisqu'elle perdra plus de 100 hommes en 2 jours de combat. Après avoir fait l'état des pertes au sein de la division Leclerc, la bataille continue pour libérer la France. Dans la soirée du 11 août 1944, l'avant-garde de la 2e DB n'est plus qu'à 3 km d'Alençon. Mais la nuit ne sera pas de tout repos pour les soldats de Leclerc. Le silence de la nuit est soudainement rompu par un obus qui tombe sur le poste de commandement de Champfleur, vers 2h du matin, causant la mort de 2 soldats. La déflagration est telle que le général Leclerc se réveille en sursaut et se rend immédiatement à Saint-Gilles, où il est mis en contact avec un jeune résistant de 19 ans qui se nomme Raymond Sirou. Il confirme au général Leclerc que les Allemands ont quitté la ville d'Alençon et qu'ils se portent volontaires pour être à l'avant des chars de la 2e DB pour leur montrer la voie. Grâce à ce jeune résistant, Leclerc apprend que tous les ponts menant à Alençon sont intacts et qu'ils n'ont même pas été minés par les Allemands. Immédiatement, il donne l'ordre d'entrer dans Alençon. Une colonne de jeeps et de blindés font ronfler leurs moteurs. À leur tête pour les guider, Raymond Sirou. Ils se mettent instantanément en route. Dans la nuit, la ville d'Alençon est libérée sans qu'un seul coup de feu ait été tiré. Le général Leclerc a pris les Allemands de vitesse, qui s'apprêtaient à réinvestir la ville au petit matin. Alençon est devenue un symbole, car c'est la première ville de France métropolitaine à être libérée par une unité sous commandement français. La résistance française va grandement aider le général Leclerc dans ses manœuvres et stratégies. Les maquisards de l'Orne, qui se mettent en ordre de bataille, sont sous le commandement d'André Mazeline, lequel a installé son PC au nord de la forêt des Couves, dans le bois L'Évêque. La résistance, c'est que la 9e Panzer allemande a pris position dans la forêt des Couves. Le général Leclerc, quant à lui, souhaite désormais profiter de son attaque surprise sur Alençon pour déborder sur la forêt des Couves. Le détachement de Romiantsov progresse au centre, tandis que les groupements tactiques du colonel Bilotte doivent contourner la forêt par l'est, en empruntant durant quelques kilomètres l'axe de marche de la 5e division d'infanterie américaine, ce qui va créer un embouteillage dans les rues de C. André Mazeline, le chef de la résistance de l'Orne, a appris que les hommes de Leclerc étaient à C. Il décide de s'y rendre pour leur parler du danger dans la forêt des Couves. Il propose aux gars de Leclerc de les guider sur les petites routes de l'Orne pour qu'ils arrivent sans encombre à leur objectif. Le général Leclerc décide de réaliser une manœuvre audacieuse et il lance un détachement sous les ordres du colonel Putz dans le nord de la forêt des Couves, qui doit se lancer à l'assaut de la croix de Médavy. Arrivé à moins de 100 mètres du carrefour de la croix de Médavy, les obus tombent autour des hommes de la 2e DB. Le char Eschlingen reçoit plusieurs obus qui le mettent en flammes, tuant les 2 hommes d'équipage. À 21h, la progression est lente et difficile. L'infanterie encadre les chars de chaque côté de la route. C'est lors de cette avance que le célèbre char Montreux est touché, et il est désormais la proie aux flammes, tuant Félix Winsinski, l'aide-pilote du char. Il est désormais 22h. La forêt est plongée dans la nuit noire. N'ayant plus aucune visibilité, le colonel Putz décide de camper sur place et met en place un dispositif de défense avec un point d'appui à 15 000 mètres au sud de la croix de Médavy. Au soir du 12 août 1944, on compte une nouvelle fois les pertes au sein de la 2e DB. 3 soldats ont perdu la vie et une vingtaine de blessés. Le général Leclerc installe son PC au carrefour du Point du Jour, au croisement des axes Alençon-Mortré et C-Carouge, se trouvant, comme à son habitude, en première ligne. Il donne l'ordre à un groupement sous les ordres du capitaine Branet d'aller en reconnaissance vers Écouché, qui se trouve à l'ouest d'Argentan, et de suivre l'itinéraire Francheville-Boussay. Pour cette mission, le capitaine Branet reçoit le renfort de la résistance locale et de son chef, André Mazeline. Le groupement fonce jusqu'à Francheville.
Cette avance permet de détruire de nombreux véhicules et de faire plus de 300 prisonniers qui sont surpris par la rapidité de la manœuvre. Au matin du 13 août, Leclerc donne l'ordre au capitaine de Boissieu de réaliser une reconnaissance en direction de Carouge. Les Allemands ne restent pas passifs. Ils attaquent sans ménagement le groupement de Boissieu, qui compte la destruction de 2 chars et la mort de 5 hommes. Pendant ce temps-là, le groupement du capitaine Branet continue sa progression jusqu'à Écouché, où la jonction avec le groupement du colonel Varabio est réalisée. Dans son avance, le colonel Varabio n'a pas eu autant de chance que le capitaine Branet. Au nord de Montmirail, le char Keren, qui est le char de pointe de la première compagnie du 501e régiment de chars de combat, est touché de plein fouet par un obus allemand de 75 mm, en tuant sur le coup les 3 membres d'équipage. Le groupement de Varabio s'empare ensuite d'Écouché et franchit même le pont sur l'Orne qui est intact. La forêt des Couves est désormais encerclée et nettoyée de toute résistance allemande. Marcel Wagemus écrit un court témoignage dans son journal sur ce qu'il voit de ses propres yeux. Les Allemands commencent à se rendre compte qu'ils sont perdus et ils se constituent prisonniers en masse. Il faut voir les fameux SS chialer et réclamer pitié. C'est notre vengeance. De pitié, nous n'en avons pas pour eux, car ils n'en ont pas eu pour nous. Les gars de Leclerc, poursuivant leur marche à l'intérieur du département, ont parcouru en la seule journée du 12 août 50 km. La division Leclerc a bousculé et désorganisé le dispositif allemand qui avait tenu jusqu'à présent. Au soir du 13 août, l'objectif fixé par le 15e corps d'armée américain, à savoir la ligne Écouché Sud-Argentan, est atteint. Le général Leclerc suit la progression de ses hommes au plus près et installe son poste de commandement à Fleuret. Les combats dans Écouché vont tourner en guerre de position qui va durer 5 jours. Les Allemands essaieront à plusieurs reprises de chercher une issue, mais ils se retrouveront toujours face au dispositif de défense des troupes françaises, subissant des pertes importantes. À Écouché, la division Leclerc perd 15 hommes durant ces durs combats. Le général Leclerc confie au colonel Diot et Langlade la mission de contourner la forêt des Couves à l'ouest vers Siral et Carouge. L'avant-garde du groupement tactique Diot, qui est commandé par le lieutenant-colonel Marc Rouvillois, s'élance le matin du 13 août. Elle avance sans se soucier des résistances allemandes, qui sont faibles. Pendant leur progression vers Carouge, les Français reçoivent le soutien de l'aviation américaine. À midi, les premiers blindés entrent dans Carouge. Le peloton de Mukieli, avec la section du régiment de marche du Tchad, entre dans le village, dans les rues. Les combats sont violents. L'artillerie allemande ouvre le feu sur le village pour éloigner les Français. Mais ces derniers tiendront et ne partiront pas. Pendant ce temps, la 5e division blindée américaine et le sous-groupement Romiantsov se présentent à l'entrée sud d'Argentan, qui est encore tenue par les troupes allemandes. Plusieurs tentatives pour attaquer la ville vont se solder par un échec. L'infanterie doit contourner l'obstacle de l'avenue menant à la gare, en passant par les jardins. Un détachement de la 10e compagnie du régiment de marche du Tchad réussit à pénétrer dans la ville et à hisser le drapeau tricolore sur l'hôtel de ville. Les forces allemandes lancent une contre-attaque violente, menant au repli des troupes françaises. Dans la soirée, un ordre américain intime à toutes les unités du 15e corps dans la zone d'Écouché, Argentan, de se retirer au sud de l'Orne. Argentan sera libéré quelques jours plus tard, le 20 août 1944, par la 80e division d'infanterie américaine. Les 18 et 19 août 1944, le groupement tactique de Langlade doit couvrir le flanc de la 90e division d'infanterie américaine dans les opérations de fermeture de la poche de Chambois. Cette mission n'enthousiasme pas du tout Leclerc, qui pense déjà à la libération de Paris. Car
Avant même qu'il n'ait débarqué, il possédait dans son portefeuille un document signé du général de Gaulle, le nommant gouverneur militaire par intérim à Paris, et il avait reçu l'ordre de libérer la capitale française. Le général Leclerc, préparant la libération de Paris, conseille à Langlade de ne pas trop prendre de risques dans cette opération pour éviter de perdre beaucoup d'hommes. Pour sa dernière opération en Normandie, la 2e DB emprunte l'itinéraire Montmirail-Médavy, le fin au Arras. Pendant plusieurs jours, la division Leclerc stationne dans le secteur et livre des combats. L'artillerie française a reçu l'ordre de frapper les colonnes allemandes qui battent en retraite et qui tentaient de s'échapper de la poche de falaise. Le sous-groupement migeonné, qui est en contact avec des bataillons américains, investit Fay puis Chambois le 19 août. La 7e compagnie du régiment de marche du Tchad effectue plusieurs reconnaissances en direction d'Avenel, vers le hameau de la Frenée, et jusque sur les pentes de la côte 262 sud avec le 3e escadron du 12e RCA. À son poste de commandement, le colonel de Langlade dispose d'un excellent observatoire sur toute la vallée de la Dive pour mener la dernière bataille de Normandie. Le général Leclerc, quant à lui, prend son mal en patience et considère que sa mission en Normandie est terminée. Le 19 août 1944, il apprend que la résistance est entrée en insurrection dans la capitale. Mais les Américains refusent d'envoyer la 2e DB à Paris. Le 21 août, Leclerc envoie en reconnaissance le lieutenant-colonel de Guillebon vers Rambouillet, n'attendant pas du tout l'accord de ses supérieurs. Le 22 août 1944, grâce à l'intervention du général de Gaulle auprès du général Eisenhower, le général Leclerc reçoit l'ordre du général Bradley de foncer sur Paris. Le 23 août 1944, toute la division Leclerc quitte la Normandie. La bataille pour la libération de Paris signe la fin de l'épopée des gars de Leclerc en Normandie. La bataille de Normandie aura coûté cher à la 2e DB, puisqu'elle aura subi la perte de 135 des siens. Mais elle verra l'engagement de nouveaux volontaires qui appartiennent à la résistance ou de civils pour continuer la lutte jusqu'en Allemagne. Les Français de l'air, de mer et de terre ont participé activement aux opérations du jour J et de la bataille de Normandie. Mais l'histoire a-t-elle retenu les noms de ces hommes et femmes qui se sont battus pour que nous puissions vivre en paix aujourd'hui ? Malheureusement, ils sont devenus les acteurs oubliés de notre histoire. Ils sont devenus des visages oubliés. Les monuments sont là aujourd'hui pour nous rappeler à quel point la liberté a un coût, à quel point le sang a coulé pour ce mot « liberté ». Aujourd'hui, le destin de chacun n'est pas de faire la guerre, mais de se battre pour qu'on n'oublie jamais la mémoire et l'histoire de ces soldats et de ces maquisards français qui ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour que nous puissions vivre libres. Nous ne leur dirons jamais assez merci pour leur sacrifice. Sacrifice qui a coûté pour certains très cher. N'oublions jamais.